Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour ce flash de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, Assemblée nationale et agissement des députés de Yewwi Askan Wi lors de l'élection du président de l'hémicycle. Le leader du PASTEF soutient ses députés et parle du pouvoir de l'opposition. Commémoration des 20 ans du Joola, le récit de la plus grande catastrophe maritime en Afrique, c'est à suivre dans ce rétroflash. La vente du chapelet et les secrets des perles, un commerce rentable malgré le chapelet électronique peu désiré par les musulmans. Les détails, c'est à suivre dans ce rétroflash. Horizon Gamou sur Tawhid TV, la rédaction revient sur la vie et l'œuvre de Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Les détails, c'est dans un instant. Bonjour et ravi de vous retrouver. Je vous le disais tantôt, l'Assemblée nationale et les agissements des députés de l'opposition sont revenus au fil des débats. En effet, en conférence de presse ce lundi, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont apporté leur soutien à leurs députés. Pour le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, ces derniers ont fait leur devoir pour représenter le peuple dignement. Ces propos que nous écoutons au micro de Abdoulaye Wade. On vient à l'Assemblée nationale, on doit élire un président de l'Assemblée nationale. La loi est très claire, le règlement intérieur. Il faut une enveloppe d'une certaine couleur pour chacun des candidats. Benno Bokk Yakaar dit qu'il n'en sera absolument rien et qu'il n'y aura qu'un seul bulletin. Et ensuite, ils vont mettre ce qu'ils veulent là-dedans. Et vous voulez que les députés de l'opposition croisent les bras et regardent faire. Tous les gens qui donnent des leçons là, qu'est-ce qu'ils auraient fait à la place? Si demain, Benno Bokk Yakaar amène une loi extrêmement gravissime contre le peuple sénégalais, qu'est-ce que les députés vont faire? Et si pour faire passer cette loi-là, ils escamotent la procédure, parce qu'ils savent qu'ils sont plus majoritaires à l'Assemblée nationale, vous croyez que les députés vont se croiser les bras pour les regarder faire? Il faut arrêter. Moi, je suis totalement satisfait de nos députés. Et le fait qu'ils se soient battus ce premier jour-là a permis de ramener Benno Bokk Yakaar à la raison. Parce que pour tout ce qui a suivi, et jusqu'au moment où je vous parle, Benno Bokk Yakaar a été obligé de venir à la table de négociation. Je vous donne quelques exemples pour les commissions. Parce que ce que les Sénégalais doivent savoir, on a le même nombre dans le bureau, totalement le même nombre, et je crois même qu'on risque d'avoir plus, puisqu'on a 2 groupes parlementaires. On a le même nombre au niveau de la conférence des présidents, et on a le même nombre au niveau des commissions. C'est ça l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les forces sont totalement égales. Et c'est pourquoi, dans ce genre de situation-là, la seule solution, c'est de discuter, de dialoguer. Or, Macky Sall n'est pas un homme de dialogue. Il pense que ce qu'il faisait avant, quand il avait tout le pouvoir entre ses mains. Déthié l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il tient une partie du pouvoir, nous en tenons une partie. Nous tenons toutes les grandes villes de ce pays, en termes de collectivité locale. Et c'est pourquoi la mise en place du réel, vous allez voir ce que ça va impacter et ce qui va rester de l'AMS. Nous tenons la moitié de l'Assemblée nationale. Mais Macky Sall n'a plus le pouvoir, le plein pouvoir ici dans ce pays. Il doit respecter son opposition. S'il le fait, nous trouverons des consensus pour faire avancer le pays. S'il ne le fait pas, il y aura affrontement. On ne l'acceptera pas. Et vous le savez tous, le jeudi 26 septembre et vendredi 27 septembre 2002 se produisait dans les eaux territoriales gambiennes la plus grande tragédie maritime de l'Afrique. Le bateau le Joola avait chaviré faisant plus de 1800 victimes. 20 ans plus tard, la douleur persiste dans les témoignages des rescapés et des familles des victimes. Ce lundi marquait les 20 ans du naufrage du bateau le Joola. La rédaction revient sur cette tragédie maritime. Suivons ce récit signé Alioune Badara Diack. Dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 septembre 2002, se produisait dans les eaux territoriales gambiennes la plus grande tragédie de l'histoire maritime en Afrique. Le bateau le Joola avait chaviré, faisant plus de 1800 victimes. 20 ans plus tard, la douleur persiste dans les témoignages des rescapés et des familles des victimes. En effet, dans la nuit du jeudi au vendredi 27, le Joola sombrait dans les flots avec plus de 1800 personnes, dont 444 enfants. C'est le naufrage le plus meurtrier de l'histoire de l'Afrique. L'accident qui s'est survenu dans la nuit, au moment où il pleuvait, ne donnait aucune chance aux nombreux passagers à bord coincés au fond de l'eau. Mais malgré tout,
au moins 64 personnes, dont une seule femme, étaient recensées comme étant les seuls rescapés du drame du bateau le Joola, communément appelé les Titanic africains. La tragédie du Joola a été un signe de l'anarchie qui règne dans le secteur du transport. En plus de voguer avec un seul moteur, il n'avait pas eu de manifeste quand les passagers embarqués pour Dakar. L'identification des victimes reste encore, jusqu'à présent, un grand problème. Certaines ne sont toujours pas connues. Les cimetières des naufragés du bateau le Joola sont éparpillés entre Dakar, Ziguinchor et la Gambie. Après le naufrage, des poursuites judiciaires avaient été engagées sans qu'elles aboutissent à un résultat satisfaisant. En 2003 d'ailleurs, la justice a classé le dossier sans suite, en estimant que le commandant de bord, disparu dans la tragédie, était la seule personne dont la responsabilité est engagée. La même année, en 2003, une information judiciaire est ouverte en France pour homicide involontaire par violation délibérée des règles de prudence ou de sécurité et non-assistance à personne en péril à la suite d'une plainte des familles. En octobre 2014, les juges d'instruction du tribunal d'Evry ont rendu une ordonnance de non-lieu au motif de l'existence de dispositions internationales applicables à ce naufrage qui les empêchent d'engager des poursuites en France contre cette autorité sénégalaise. L'ordonnance est confirmée par la Cour d'appel en 2016. La justice française a constaté des charges suffisantes contre les autorités sénégalaises, mais qui sont toutefois protégées par l'immunité de juridiction qui leur permet de s'échapper à la compétence des tribunaux étrangers. Depuis le naufrage, les doléances des familles restent les mêmes, principalement le renfoulement du bateau et la construction d'un mémorial musée, le Joola, en hommage aux victimes. Une doléance qui a semblé trouver oreille attentive auprès du président de la République Macky Sall, qui a manifestement montré une volonté d'apporter une réponse positive à cette doléance. À ce mardi 20 septembre, le comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée le Joola a fait le point sur la gestion de l'ensemble des dossiers liés au naufrage du bateau le Joola, en perspective de la commémoration du 20e anniversaire du drame, survenu le 26 septembre 2002. La structure a, entre autres, réclamé justice pour les victimes, le renflouement du bateau et une loi faisant de l'anniversaire de ce triste événement une journée du souvenir. Horizon Gamou sur Tawhid TV, la rédaction vous propose pour ce numéro le portrait du premier noir africain à présider la prière dans la prestigieuse mosquée d'Al-Azhar, Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Le voici. Cheikh el-Islam Maulana El Hadji Ibrahima Niass est né en 1900 à Taïba, Niassène, une localité située dans la région de Kaolack du Sénégal. Il est le neuvième fils d'El Hadji Abdoulaye Niass et fondateur du mouvement Fayda Tijaniya, une branche de la confrérie soufie, la Tijaniya, qui deviendra l'une des plus importantes organisations musulmanes au monde, comptant plus d'une centaine de millions d'adeptes. À la mort de son père, en 1922, son frère aîné Mohamed Al-Khalifa prend en charge la communauté des Niassènes et Cheikh Ibrahima Niass enseigne dans les écoles coraniques de son père, de Taïba, Kossi et Kaolack. Son érudition et sa piété lui attirent très vite de nombreux adeptes. Dès 1930 déjà, il se proclame héritier spirituel d'Ahmed Tijani Sharif et il obtient ainsi l'allégeance massive des disciples de son père ainsi que celle de nombreux cheikhs qu'il initie à la tarbiya ou initiation mystique. Initiation d'ailleurs qui marque ainsi la spécificité de sa branche Tijaniya. Premier chef religieux ouest-africain à établir des contacts avec des organisations islamiques internationales, Mame Cheikh Ibrahima Niass a été membre fondateur et vice-président de la Ligue mondiale islamique basée à la Mecque, membre de l'Académie de recherche de l'Université d'Al-Azhar et vice-président de la Conférence mondiale islamique dont le siège est à Karachi. Plus qu'un érudit et un
chef charismatique, Mame Cheikh Ibrahima Niasse était un homme politique d'envergure. En 1971 déjà, l'université d'Al-Azhar lui attribue le titre de Cheikh al-Islam. Il fut par ailleurs le premier noir africain à présider la prière dans la prestigieuse mosquée d'Al-Azhar. Baye Niasse, comme aiment l'appeler ainsi ses fidèles, s'est ainsi fait remarquer à l'occasion de tous ses voyages dans divers pays comme le Nigeria, l'Arabie Saoudite, la Chine, le Ghana, le Maroc, l'Égypte, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Indonésie, le Pakistan, etc. Baye Niasse défendait ainsi la cause africaine sur toutes les grandes tribunes du pays. Cheikh al-Islam, Maulana El Hadji Ibrahima Niasse, est rappelé à Dieu au Saint Thomas Hôpital de Londres le samedi 26 juillet 1975 à l'âge de 75 ans. Et nous parlons de toute autre chose. Le commerce est un métier qui excelle dans le pays et celui des chapelets nourrit bien son homme selon les commerçants et les prix dépendent de la qualité des perles qui renferment plusieurs vertus. Sur le marché, plusieurs catégories sont exposées, mais la vente des chapelets numériques reste à désirer. Voyons tout ceci dans ce reportage signé Aïssatou Faye Bodian et Abdoulaye Wade. Il s'est lancé dans la vente de chapelets musulmans il y a 2 ans, mais Souleymane Diba ne se plaint pas du tout. Le business marche à toutes les périodes de l'année et les prix varient entre 10 000 et 100 000 francs CFA selon la qualité de la perle. Les prix ne sont pas fixes. Ils varient selon la qualité des perles. Il y en a qui coûtent 100 000, 80 000, 50 000. Il y en a à 30 000, à 15 000, il y en a même à 10 000. Tout dépend de la qualité du chapelet, parce qu'il en existe plusieurs façons et tout est travaillé à la machine. C'est un commerce très rentable, alhamdulillah. La version numérique ne séduit pas encore, car le chapelet islamique, selon la nature de la perle, cache beaucoup de vertus et reste le plus pratique, nous fait savoir Souleymane. Le numérique n'est pas très sollicité, car il comporte quelques failles. Par exemple, tu peux être en plein wird et la batterie s'éteint. C'est un de ses inconvénients, mais avec les perles, on ne perd jamais le fil. C'est pas la même chose. Et les perles renferment plusieurs vertus. Il y en a qui portent le nom du prophète. Aussi, entre autres, il y a des perles qui nous viennent du Brésil, faites à partir de la noix de coco. Il faut retenir qu'il y a différentes sortes de perles qui renferment des vertus. D'ailleurs, pour bénéficier de ces vertus, le gérant nous donne quelques conseils. Pour ceux qui peuvent se le procurer, le chapelet dénommé Yousrou est très bon. Les gens l'achètent beaucoup parce qu'il renferme plusieurs bienfaits. Et vient en deuxième position celui dénommé Oud et Zeytoun. Mais le chapelet que je conseille à tous demeure Yousrou. Il n'y en a pas de meilleur. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.